merci d'être là. Donc vous avez vu le titre, nous avons parlé de l'école juste à l'instant, nous allons maintenant élargir à la culture. D'ailleurs, mes interlocuteurs me rappellent que, puisqu'on avait une ministre, il fut un temps où l'école et la culture étaient réunies sous le même toit. Voilà, ce n'est plus le cas, mais enfin bon, en tout cas, on est dans deux domaines connexes. Le rôle de la culture est-il un facteur d'inégalité ou d'égalité? Voilà, égalité sociale, inégalité sociale. Comment la culture, travaille-t-elle, peut-elle travailler donc à l'égalité des citoyens? Alors, pour essayer d'y répondre à travers des expériences concrètes et des parcours divers, nous allons donc Jean-Claude Rago, qui est donc à l'extrémité de cette table. Vous êtes investi depuis toujours, hein, dans l'action culturelle. Vous avez créé un réseau régional des maisons d'écrivains dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez présidé d'ailleurs jusqu'à une date assez récente, 2020. Et il existe une fédération nationale des maisons d'écrivains, dont vous êtes le président d'honneur aujourd'hui. Et vous l'avez, je crois, dirigé un certain nombre d'années, pendant 8 ans. Voilà, vous avez dirigé le centre François Mauriac de Malagar de 2004 à 2017, donc pendant une longue période. Vous êtes le vice-président de la Société internationale des études mauriaciennes. Donc il y a des Mauriaciens et des Mauriaciennes dans cette salle. Et puis vous êtes professeur honoraire associé donc, à l'université de Bordeaux-Montaigne. Voilà. Alors à côté de vous, donc Johan Lavabre, alors vous êtes un homme du théâtre. Hein, vous dirigez depuis l'an dernier le Globe Théâtre. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un théâtre qui se trouve rue Joséphine, non pas rue Joséphine d'Yquem, mais rue Joséphine tout court, hein, donc à Bordeaux. Donc c'est une scène conventionnée, un lieu de spectacle et d'expérimentation aussi, qui est ouvert à la création contemporaine, au jeune public. Et évidemment, vous travaillez beaucoup sur cette notion d'élargissement des publics, et donc de l'accès à la culture, bien sûr. Vous avez fait des études théâtrales, vous avez fait un master de gestion des institutions culturelles, donc vous avez à la fois une casquette de créateur, enfin d'homme de théâtre, et puis aussi de gestionnaire, c'est très important. Et vous êtes passé par la région parisienne, donc vous avez dirigé successivement le théâtre studio d'Alfortville, et puis la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, dans les Yvelines. Voilà. Vous avez administré. Voilà. Et donc, à côté de vous, donc Odile Prademfort. Odile Prademfort, donc vous dirigez actuellement donc un réseau qui s'appelle le Réseau européen des centres culturels de rencontres. Alors, ce sont des institutions qui sont en France et à l'étranger. C'est un réseau assez vaste, dont vous nous direz un mot. Vous en êtes la déléguée générale. Donc, nous nous sommes connus lorsque vous dirigiez donc la cité musicale de Saintes, donc l'abbaye aux Dames, donc dans cette belle ville, cette belle capitale de la Saintonge, ce lieu historique, donc qui a été, je dis pas reconverti, mais qui a été réinvesti culturellement avec un formidable festival de musique ancienne qui dure depuis de très longues années et qui attire un public d'Europe entière. Voilà. Alors vous avez et qui est d'ailleurs membre de ce réseau. Voilà. Alors pour trois approches assez différentes. Alors Jean-Claude Rago, peut-être donc ce débat sur la culture et sa fonction et surtout ses publics est absolument récurrent. Évidemment, tout le monde a envie que la culture ruisselle sur toute la population de la manière la plus égalitaire, la plus large, la plus accessible. On constate évidemment que c'est difficile. Comment peut-on favoriser l'égalité, qui est le thème de ces débats, l'égalité, et puis aussi de quelle culture parle-t-on, puisque la culture, c'est quand même un mot valise. De quelle culture parle-t-on? Les cultures, les cultures. Quel est l'objectif finalement de tous ceux qui se préoccupent d'égalité en matière de culture? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est de diffuser les cultures, de différencier les publics? Est-ce que c'est de parler à tout le monde de la même chose? Ou voilà, comment est-ce qu'on aborde cette question un peu difficile, presque un peu théorique, et parfois pas très satisfaisante? Eh bien, on va retrouver un peu les mêmes dilemmes que ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'éducation, c'est-à-dire une espèce d'intention partagée par tous et une réalisation qui est beaucoup plus compliquée. Bon,
Si vous permettez, je voudrais dire un petit mot des maisons d'écrivains avant de rentrer dans le débat lui-même, parce que nous sommes dans une maison d'écrivains. Cette notion dans le monde culturel est assez récente, c'est-à-dire que nous sommes un concept où on allie le patrimoine historique construit, la littérature, parce que dans cette maison, un écrivain a travaillé, et l'ensemble du paysage. Autrement dit, on est dans un lieu héritage du passé dans lequel on veut continuer à faire vivre la culture d'aujourd'hui. C'est le type même du château de la Brède. Bon, évidemment, Montesquieu y est né, il y a beaucoup travaillé, il l'a habité. C'est responsable, la fondation que je salue, Isabelle, notre collègue directrice, essaye de préserver l'esprit du lieu, qui est un esprit un peu particulier. Nous sommes des formes de musées où on essaye de préserver la présence de l'auteur, en quoi est-ce que ce lieu a favorisé la création d'une œuvre, et on essaye de faire un peu le lien entre un centre culturel, bien sûr, comme le sont les CCR, c'est-à-dire un patrimoine qui peut être très différent. Ici, c'est un patrimoine majestueux, ça peut être une petite maison de ville, ça peut être des écrivains très différents, mais tout ça nous amène à essayer de relever le défi qui est comment peut-on à la fois faire fructifier l'héritage du passé et vivre dans notre culture d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'œuvre de notre écrivain dans le lieu où il l'a fabriquée pour aider le public d'aujourd'hui à comprendre mieux la société dans laquelle nous sommes. Et je pense que, pour revenir à ce que vous disiez tout de suite, Christophe, l'intention même des politiques culturelles publiques a été depuis toujours d'essayer de permettre l'accès du plus grand nombre à des œuvres culturelles qui en permettent la compréhension du monde. Bon, ça c'était la volonté de Malraux, c'est la volonté de... Est-ce que ça fonctionne bien? À mon avis, non. Je vais être un peu provocateur, mais je vais vous dire pourquoi. Je retrouve ma feuille. Attendez, je tourne les pages. Vous n'avez même pas besoin de consulter vos feuilles, oui, Jean-Claude. C'est pour pas dire de bêtises, quoi. Je voulais dire plus de choses sur le maison d'écrivain, mais je passe au dilemme. Le monde culturel, c'est-à-dire les professionnels de la culture et leur public, qui est un public qui est relativement limité. On a 3% de la population française qui a un abonnement dans une institution culturelle. 3%. Je parle d'un abonnement. Bon. Donc c'est même pas la théâtre, grande... salle de concert, réseau voilà. de cinéma. Bon. Donc, il y a ceux qui sont les pratiquants de ce que les institutions culturelles proposent, et puis vous avez une grande partie de la population qui est un public fuyant. Et quand on pose la question dans les enquêtes, leur réponse c'est « Ah non, mais ça, c'est pas pour nous. Est-ce que vous fréquentez le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine? Ah non, c'est pas pour nous. Est-ce que vous fréquentez l'Opéra National de Bordeaux? Non, c'est pas pour nous. » Et la réponse « c'est pas pour nous », elle est majoritaire, malheureusement, dans la population, en grande partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le principe même de la démocratisation culturelle, le mot est difficile à dire, c'est une construction qui au départ est un peu bourgeoise, qui était contre l'aristocratie et contre le côté trop populaire. Et elle a une base qui est intellectualiste, c'est-à-dire qu'on se donne comme objectif une meilleure compréhension de la société et du monde. Mais est-ce que c'est ce que souhaite la population quand elle veut pratiquer des, entre guillemets, loisirs intelligents? Moi, je suis frappé par les cérémonies des Jeux à Paris, l'ouverture, la clôture, dont a parlé tout à l'heure la ministre. Il y avait une foule enthousiaste, il y avait une foule très diverse, il y avait une foule ouverte, il y avait une foule ravie qu'on lui propose, Aya Nakamura, qui faisait un salut militaire au milieu de la garde républicaine qui dansait. Elle était ravie qu'on ait le groupe métal Gojira, qui nous vient des Landes, avec la mezzo-soprane magnifique Marina Viotti, etc. Bon. Donc, on a vu une autre forme d'adhésion à un projet beaucoup plus large. Et Thomas Joly, qui est le directeur artistique de tout ça, qui est un homme de théâtre, il faut bien le dire, a répondu dans une longue interview au Monde hier, c'est pour ça que je prends mes notes, parce qu'on lui demandait, mais bon, quelle différence vous faites entre votre métier de directeur de théâtre et puis ce qui s'est passé là? Parce qu'on lui demandait, est-ce que tu veux reprendre le théâtre que tu dirigeais auparavant? Il dit, mais non, mais ça ne m'intéresse pas, parce que je voudrais un peu voir les choses autrement. Voilà ce qui se passe. Je pense que si on veut
une démocratisation à grande échelle, il faut que nous, les professionnels de la culture, on revoie tout. Nos fonctionnements, nos habitudes, nos rythmes, nos modes d'adresse au public, incarner de plus en plus les lieux. L'institution a besoin de se décloisonner, car elle est merveilleuse, mais bien trop hermétique. Je le cite, je le demande. Des murs et des équipes, aussi impliquées soient-elles, ne suffisent plus à populariser un lieu. Il faut aussi de l'incarnation, une voix, un visage, des discours. Ce qui veut dire que lui plaide pour une réflexion extrêmement profonde sur une autre façon d'approcher l'ensemble de la culture. Voilà. Bon. Est-ce que l'époque d'Astier, Villard, éducation populaire, qui supportait cet objectif de compréhension du monde, n'est pas un petit peu dépassée? Et du coup, est-ce que le monde culturel n'a pas eu tendance à s'enfermer dans une problématique trop intellectualisante qui fait qu'aujourd'hui, une grosse population, la population a décroché, considère que ce n'est pas pour elle, et du coup, entre guillemets, va voir ailleurs, versus... voilà. Bon. Alors, merci donc de bien poser les choses de cette façon. Alors, vous avez vous-même évoqué la grande parade qui a inauguré les Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet 2024. Et c'était une parade extrêmement spectaculaire, mais qui était j'allais dire, un peu pétrie de culture, hein, puisqu'il s'agissait quand même de montrer, enfin en tout cas de montrer des aspects de la culture française, des épisodes, des images, à travers des images marquantes. Bon, vous avez mentionné le fait qu'il y avait un monde fou, même si tout le monde n'a pas pu venir, puisque c'était quand même dans un périmètre extrêmement surveillé. Donc, enfin, des centaines de millions de téléspectateurs. Mais j'allais le dire. Auxquels on a voulu montrer voilà, la créativité. Française, sa capacité à monter des projets et aussi les différentes disciplines artistiques. Parce que même si c'était très populaire, on avait le chant, la musique classique, le métal, la danse, etc. Donc, voilà, alors justement, j'y viens. Donc ce spectacle un peu total qui a été donc vu aussi par à l'étranger par des millions de gens. Johan Lavabre, est-ce que c'est ça, par exemple? Est-ce que ça peut être un exemple de ce que il faudrait, pas sous cette forme-là, bien sûr, mais proposer donc au nouveau public, à tous les publics, c'est-à-dire quelque chose qui soit, comme le disait Jean-Claude Rago, moins intellectuel dans le sens, dans l'intention, mais plus, je veux dire, plus concret, plus imagé, plus vivant, plus voilà. Et est-ce que le fait que cette parade ait eu lieu dans un lieu ouvert et non pas dans le sein d'une institution fait que tout de suite, mais patrimonial, tout de suite, évidemment, ça avait un retentissement bien plus important. Voilà, bon, ma question est un peu vague, mais comment peut-on articuler, voilà, la culture vue sous cet angle et puis la culture que vous pratiquez, vous, dans vos établissements, avec tout le souci que vous avez de vous ouvrir, évidemment, à des nouveaux publics, à des nouvelles façons de faire. Je crois qu'il y a effectivement quelque chose d'intéressant dans le grand spectacle que Thomas Joly a mis en scène et que le plus intéressant se pose, à mon avis, sur le plan de caractère inclusif, en fait, de ce qu'il a proposé. Vous avez parlé de ruissellement. Je ne suis pas très à l'aise, moi, avec cette notion. Elle est fatalement un petit peu condescendante. C'est-à-dire qu'il y aurait la culture en haut et puis hop, ça descendrait on a dit ça dans la première table ronde, ouais. Mais c'était une allusion à l'actualité. Mais je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui deux tendances. Il y a d'un côté la démocratisation, et c'est effectivement tout l'héritage de Malraux, qui consiste à essayer de transmettre ce qu'on considère être comme le meilleur de la création au plus grand nombre. C'est une démarche qui est importante et qui est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946, qui garantit aux adultes et aux enfants un droit d'égal accès à l'éducation, à la formation et à la culture. Mais aujourd'hui, ça apparaît effectivement insuffisant. Et il y a une deuxième approche qui vient un petit peu... pas contredire, mais se frotter à cette notion de démocratisation, c'est la notion de démocratie culturelle.
Et ce n'est pas la même chose. Et donc là, on va plutôt être sur la déclaration de Fribourg sur les droits culturels en 2007. Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration de Fribourg? Elle est compliquée. Non, mais elle dit beaucoup de choses. Mais c'est pour l'essentiel. Elle parle aussi du droit de tout un chacun à devenir acteur ou actrice de sa propre vie culturelle, entre autres. Voilà. Et donc, elle dit aussi beaucoup de choses, hein, mais il y a cette notion-là, cette notion de faire participer. Et je crois que c'est important, et je crois surtout qu'il ne faut pas... Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance à vouloir opposer démocratisation et démocratie culturelle. Et moi, je crois qu'il ne faut pas chercher à les opposer. Je crois que, oui, on a des choses à transmettre, un patrimoine ou un matrimoine riche à transmettre. Ce serait, je pense, complètement fou de ne pas le faire. Mais on doit aussi, finalement... permettre l'expression culturelle du plus grand nombre dans une démarche de démocratie. C'est pas pour rien. Alors moi c'est le théâtre plus que la culture, hein, dont je peux parler, mais que le théâtre est né en même temps que la démocratie au même endroit, c'est-à-dire à Athènes. C'était évidemment une démocratie imparfaite, hein. Il n'y avait que les citoyens, donc que les hommes qui avaient le droit de voter. On a dit tout à l'heure que le cercle des égaux était assez étroit. Bah oui, il était étroit, et donc le théâtre est sans doute tout aussi imparfait que la démocratie. Mais il y a une phrase qui est importante, qui pour moi, c'est de cette idée que découle, en tout cas toute ma démarche dans le domaine du théâtre, c'est cette idée selon laquelle le théâtre est le miroir du monde. Alors, c'est ce que dit William Shakespeare, hein, dans Hamlet. Il dit à un moment donné, je vais essayer de vous donner la citation sans trop l'abîmer, il dit « Le but du théâtre était de tendre un miroir à la nature pour lui permettre de contempler son époque et son effigie. » Il parle du but. C'est quand même pas rien, quoi, cette notion de donner un but au théâtre. Et donc le but, c'est que le théâtre soit un miroir du monde. Et je pense que cette image est belle, et c'est un miroir donc, qui réfléchit. Et qui réfléchit le monde. Le mot réfléchir est très beau parce qu'il a deux significations. Et je crois justement que le théâtre doit englober les deux. C'est-à-dire refléter le monde, mais penser le monde qu'il reflète en même temps. La difficulté, ce qui pour moi peut créer une rupture avec les personnes qui effectivement considèrent que c'est pas pour moi, c'est que finalement le théâtre en particulier, peut-être la culture en général, représente un certain leurre, et je dirais peut-être un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde ce qu'on propose sur nos scènes, on ne retrouve pas le monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement aux manettes, en général des hommes, d'un certain milieu social, d'une certaine ethnie. Et effectivement, du coup, les minorités ne se sentent pas représentées dans ce miroir, et donc peut-être qu'elles s'en détournent. Donc je crois qu'on a un rôle à jouer extrêmement important, à avoir, comme on devrait avoir une démocratie représentative, peut-être un théâtre et une culture représentative. Pardon, mais les minorités dont vous parlez qui ne se sentent pas représentées, s'il y avait qu'elles qui ne se sentaient pas représentées, le problème serait moins important. En fait, il est encore plus vaste, puisque c'est vraiment une catégorie, une majorité presque écrasante de la population qui dit ne pas se reconnaître. Donc c'est un problème plus vaste. Hein. Oui, mais ce n'est pas que les minorités, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je parlais d'une certaine classe sociale aussi qui se représentait au théâtre. Donc effectivement, il y a un enjeu réel. En tout cas, moi je travaille depuis des années à la question de parité entre les femmes et les hommes dans ma programmation. Mais j'essaye aussi de chercher des artistes qui viennent de milieux sociaux différents et qu'on ne soit pas dans la reproduction des élites. Alors avec un certain succès. Ah oui. Je veux dire en termes de diffusion, en termes d'écoute, de réussite, Moi, je crois que la plus grande difficulté, c'est d'arriver à faire rentrer dans un théâtre quelqu'un qui pense que c'est pas pour lui. Mais je pense qu'une fois qu'il est rentré, il se rend compte qu'effectivement, ça peut lui parler. Mais c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Il y a beaucoup de travail pour arriver à faire en sorte que des gens s'autorisent à rentrer dans une salle de théâtre. Alors il y a l'école.
Et nous, on travaille effectivement à une programmation aussi jeune public avec des séances scolaires. Moi, j'y suis très favorable. Le théâtre où je travaillais précédemment, qui était une structure municipale à Guyancourt dans les Yvelines, ville qui a été dirigée par des maires issus de l'éducation populaire et des enseignants, ils avaient décidé que chaque enfant scolarisé dans la ville pourrait voir gratuitement avec sa classe un spectacle. Et le fait que ce soit sur le temps scolaire me semble très important parce que, bon, on va pas refaire le débat de tout à l'heure, mais je pense que c'est le temps de l'égalité des chances quand même. Odile Prademfort, je vous passe le micro. Donc, ce que vient de dire Johan Lavabre, c'est donc sur la difficulté finalement de concerner des gens qui ne se sentent pas forcément concernés. Bon, vous l'avez vécu de près, donc à Saintes. Ça ne devait pas être évidemment facile d'ouvrir les publics dans un festival de musique baroque, bon, qui passe probablement à tort pour une activité culturelle plutôt élitiste. Pourtant, bon, c'est pas qu'il suffit d'y aller pour se rendre compte que c'est une idée relativement reçue, mais enfin, quand même, comment vous avez vécu cela et comment vous réagissez à ce que dit Johan Lavabre sur la difficulté d'élargir les publics? Alors, comment je réagis à ce que dit Johan ou Jean-Paul Rago? Zut, ils ont déjà tout écrit avant moi, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Je crois qu'on est d'accord sur l'analyse, à savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle, et quand on parle du rôle de la culture, est-ce que c'est un facteur d'égalité, je relis l'intitulé, ou un facteur d'inégalité sociale? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, je vais résumer, hein, et vous m'arrêtez si je me trompe, est-ce qu'on est en train de parler des politiques culturelles depuis Malraux, ça fait 60 ans, que les institutions culturelles essaient d'élargir leur public, et je dis vraiment ces deux termes avec beaucoup de précaution, parce que dès qu'on parle de public, on est dans une démarche commerciale, on n'est plus du tout dans une démarche de partage. Il y a les publics, il y a les non-publics, il y a, voilà. L'accès à la culture pour tous, tout à l'heure, je ne sais pas quelle phrase la ministre a prononcée, j'ai renoté la phrase célèbre de Jean Vilar, l'élitisme pour tous. Bien sûr, c'est notre rêve à tous, l'élitisme pour tous, sauf que aujourd'hui, on est tombé dans le milieu de la culture. Les cultureux sont vous m'arrêtez là encore, hein, les pires reproducteurs il y a un enfermement social. Vous utilisez aussi ce mot de cultureux? Oui, et à dessein. Enfin, il y a eu des débats suite aux législatives, il y a eu des débats à Avignon qui ont été en partie retransmis sur France Inter et France Culture. C'était effrayant, l'entre-soi dans lequel nous sommes depuis 60 ans. Et aujourd'hui, alors je ne suis peut-être pas sûre d'être d'accord avec la conclusion de Thomas Joly, mais je pense que je suis assez d'accord avec, dans ce que disait Jean-Paul Rago, assez d'accord avec l'analyse de notre ami Thomas Joly. Il faut aujourd'hui entièrement réformer l'institution culturelle. Et il faut réformer l'institution culturelle, et je continue mes questions concernant qu'est-ce qu'on entend par culture. Qu'est-ce qu'on entend par culture? Est-ce que c'est la consommation de biens culturels? Et à ce moment-là, on va parler de ce dispositif dont le ministère de la Culture est devenu l'agent commercial qui est le Pass Culture. Le Pass Culture, aujourd'hui, il y a une société privée qui s'appelle la Société du Pass Culture, qui distribue de l'argent aux Français pour acheter des biens culturels. Alors ça n'a pas que des mauvais côtés, ça permet notamment, je ne sais pas si dans la salle certains d'entre vous savent quel a été le premier achat fait avec le fameux pass culturel. Non, la toute première année où il a été mis en place, il était mis en place uniquement pour les jeunes de 18 ans. Et donc ça a servi, le premier chiffre d'affaires fait avec ça, ça a été pour les étudiants qui restaient en fac de droit. Ils ont acheté le Dalloz avec, voilà. Ça a été la première année. Après, depuis, effectivement, ce sont les mangas. Le maire de la Brède approuve, hein, le Dalloz. Hein.
Hein, vous le J'ai juriste. pas dit ça pour vous faire plaisir. Voilà. Et puis, dernier point sur la question de qu'est-ce qu'on entend par culture. Et je reviendrai sur la fameuse convention de Fribourg que mon collègue a citée en vous disant quelle est la définition de la convention de Fribourg et son corollaire qui suit après, adopté par le Conseil de l'Europe, qui est la convention de Faro, parle de droit au patrimoine culturel comme un droit qui est inhérent à participer à la vie culturelle, et c'est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, le patrimoine culturel, c'est quoi? Parce qu'il faut s'entendre sur les définitions. Le patrimoine culturel, selon la Convention de Faro, c'est l'ensemble de ressources héritées du passé que des groupes de personnes identifient indépendamment de qui en a la propriété, et je suis d'accord avec la première table ronde, la question de la propriété là est importante, indépendamment de qui en a la propriété, comme le reflet et l'expression de leurs valeurs, croyances, connaissances et traditions en constante évolution. Et là aussi, la notion de constante évolution est très importante. Le patrimoine culturel, sous tous ses aspects, comprend tout ce qui a trait à l'environnement et aux interactions dans le temps entre les personnes et les lieux. Voilà. Je pense que c'est une notion, aujourd'hui, quand je dis que l'institution culturelle doit entièrement se repenser, elle doit se repenser autour de cette notion de droit culturel et de redéfinir avec les groupes de personnes et les publics, enfin quand on parle dans la culture des publics, les publics du musée du Louvre, les publics du théâtre du Globe, ça n'existe pas, les publics. Par contre, il y a des groupes de personnes qui vivent autour d'un lieu, qui vivent dans un patrimoine, et qui doivent, et c'est l'exercice même de la démocratie, de s'entendre sur qu'est-ce qui fait culture pour eux, et à partir de là, comment est-ce qu'on partage cette culture. Je ne fais, j'espère, que redire ce que vous disiez par rapport au théâtre. Johan Lavabre, quand vous arrivez au Globe Théâtre là, il y a un an, qu'est-ce que vous dites? Vous dites je vais réinventer la diffusion culturelle, je vais réinventer ce théâtre, je vais apporter un souffle nouveau, j'arrive avec plein d'idées, je vais faire sauter la banque. Avec quel, ou alors est-ce que vous dites je dois gérer un acquis, je dois conserver déjà les publics qui ont été gagnés, essayer d'en gagner un peu d'autres, varier la programmation, faire de nouvelles expériences, mais enfin dans la limite des moyens disponibles. Qu'est-ce que vous dites quand vous arrivez là? Je sais pas si je saurais répondre en l'abordant par là. Non, je ne suis pas arrivé avec l'idée de révolutionner, mais de mettre effectivement en œuvre un projet. Oui, tout réinventer. Ouais, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, moi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et j'avais envie de citer... alors moi je connais surtout le théâtre, hein, donc c'est difficile. J'ai pas le sentiment qu'il y ait que de la reproduction d'élite dans le théâtre. Et par exemple, j'ai envie de citer un auteur, metteur en scène qui aujourd'hui a le vent en poupe et joue dans les plus grandes scènes de France, c'est Mohamed El Khetib. On peut pas dire que c'est un enfant du milieu. Et il a écrit quelque chose que je trouve hyper intéressant dans Stadium. Je sais pas si vous voyez de quoi il s'agit comme pièce. Hein. C'est une pièce où il a décidé de mettre en scène une cinquantaine de supporters du Football Club de Lens. Et en fait, non, c'était bien avant quand même. Hein. Il écrit en fait dans sa préface, il dit « Je suis un auteur comblé, moi qui viens d'à peu près nulle part, je viens de recevoir le prix des lycéens et là, un prix de l'Académie française. » Il dit c'est complètement dingue, j'aurais jamais imaginé pouvoir recevoir ça. Il dit « Je suis comblé, mais néanmoins je suis triste. » Parce que les gens pour qui j'écris, en fait, l'idée leur viendrait même pas de s'asseoir sur les fauteuils des scènes où mes spectacles jouent. Et pourtant, c'est pour eux que j'écris. Et il dit donc à partir de maintenant, je prends une décision, c'est que je ne vais pas leur demander d'être dans les fauteuils puisqu'ils n'y viennent pas, je vais les mettre sur la scène. Et donc, il rentre dans une démarche d'écriture, comme ça, où il écrit un spectacle avec 50 supporters du RC Lens. Après, il écrit un spectacle
pour aborder la dispute amoureuse avec des enfants de 10 ans, enfants de parents divorcés, et il travaille avec eux à l'écriture. Je pense que là, c'est la manière dont il met en œuvre, d'une certaine façon, les droits culturels avec beaucoup de talent, et l'institution culturelle ne tourne pas du tout le dos à ça. Mais dites-moi, ce spectacle, il faut qu'il aille le présenter au stade Bollaert à Lens, dresser une estrade au milieu du stade, non, sur la pelouse, et lever le rideau d'un match du RC Lens en Coupe d'Europe, non? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il jouera au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine cette saison. Au TNBA. Oui, pas au Globe. Le Globe est beaucoup trop petit pour accueillir 50 acteurs sur scène. Je pensais que vous alliez me dire qu'il va jouer au Matmut Atlantique parce qu'on a vraiment besoin de remplir ce stade. Qui pour l'instant sonne creux. Ouais. C'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Alors Jean-Claude Rago, par rapport à ce que vient de dire Johan Lavabre, cette démarche vous intéresse, cette démarche justement d'un homme de théâtre qui finalement décide de renverser la table d'une certaine façon, enfin pas de renverser la table, mais en tout cas de prendre un tout autre chemin pour rejoindre le public. Moi, j'ai volontairement annoncé une hypothèse un peu provocatrice, c'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'on travaille à essayer d'élargir les publics de la culture. On a beaucoup été accusé par les sociologues bien connus d'être un outil de reproduction sociale. La question que je posais, c'est comment fait-on, nous tous au sein du monde culturel, les cultureux, comment peut-on faire pour ne pas se faire piéger par cette hypothèse-là? Autrement dit, comment sortir du fait que nous ne soyons pas... Et ce que propose Johan, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand Thomas Joly dit qu'il faut décloisonner, ouvrir, tout changer, c'est bien ça, c'est ne pas rester dans le même modèle de reproduction, mais essayer d'en sortir. Et comment le faire? Alors, le faire, c'est décloisonner, c'est trouver des nouvelles choses, c'est comment changer notre adresse au public, c'est comment donner l'idée à des gens qui ne veulent pas y venir a priori, de dire, mais regardez, venez donc voir ça, ça va être intéressant, ça va vous intéresser, quoi. C'est un peu ça le problème. Par rapport au pass culture, je voudrais juste dire, parce qu'il y a eu un rapport de l'inspection générale du ministère qui est sorti au mois de juillet. Donc le pass culture, je parle du pass individuel, c'est-à-dire celui qui donne 300 € à tous les jeunes de 18 ans pour financer leurs loisirs. Donc constat très mauvais, en gros, la fameuse, d'abord cette somme d'argent a été confiée à la société SAS Pass Culture, qui comprend 166 salariés à temps plein pour gérer ça, et dont la gestion a été pointée par la Cour des comptes. Donc il y a des frais de structure. Frais de structure. Le responsable, le directeur général Énarque a sauté parce que voilà, bon, très bien, appel à des consultants privés, ça, bon, donc beaucoup d'argent, et voilà. Ça représente un budget de 260 millions d'euros par an, que je compare au budget total de l'EAC par an du ministère qui est de 104 millions. C'est éducation artistique et culturelle. Oui. Ce qui permet aux enseignants alors il y a aussi les collectivités locales qui rajoutent. Enfin, je veux dire, côté État. Ça veut dire qu'on a presque 3 fois plus d'argent du ministère qui va dans le pass culturel que dans l'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes? Bon, la grande majorité des jeunes dépensent ces 300 €. Ça, on s'en serait un peu douté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les plus aisés en profitent plus que les plus modestes. Il y a une application Internet. On a 90% des enfants de milieu aisé qui manient parfaitement l'application et qui profitent à fond de leurs 300 €. Et ça tombe à 2/3 pour les milieux les plus modestes. Comme vous l'avez dit, il y a 2/3 de l'argent après la phase de départ qui va aux livres, essentiellement aux mangas et aux jeux vidéo. Donc là, pour le coup, les libraires sont satisfaits, bien sûr. Mais c'est une politique de la demande, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent, les gens font leur choix. Et on court-circuite la médiation. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'ouverture. Et cette idée qui était de permettre d'ouvrir des jeunes à des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément ne fonctionne pas, puisqu'ils choisissent directement. Alors il y a des algorithmes, mais qui ne fonctionnent pas trop. Et voilà. Et puis bien entendu, maintenant que les gens ont un peu repéré le système, vous avez l'existence de trafic, de revente qui commence. J'ai eu un bouquin gratuitement grâce à mes 300 €, je les revends à mon petit copain, etc. Donc le rapport dit, ne suscite pas la découverte et ne permet pas de dépasser son propre horizon. C'est assez accablant quand même. C'est accablant. Donc l'idée, il y a des articles en ce moment dans la presse disant, quand est-ce qu'on va arrêter? Alors,
Le ministère a lancé depuis l'an dernier un pass culture qui passe par les enseignants. Collèges et lycées. Un pass collège et lycée depuis 2022. Depuis 2022, vous avez dans les collèges et les lycées la possibilité pour un enseignant de piloter sa classe entière, en accord avec la classe, vers une sortie au théâtre, une sortie au musée, recevoir les artistes. Pour l'instant, il y a là-dessus un budget de 45 millions d'euros au niveau national. Vous voyez, alors, est-ce que ça marche, ça? Alors, l'évaluation doit être faite, mais pour l'instant, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça marche comment? Ça dépend des objectifs. Si l'objectif est d'amener les jeunes à aller voir quelque chose qu'ils n'auraient pas vu eux-mêmes directement, pour les ouvrir, ça fonctionne très bien. Bah, c'est ça l'objectif, non? Parce qu'on passe par la médiation, en l'occurrence de l'enseignant. Voilà. Autrement dit, sur le problème individuel, voilà. Cela dit, là aussi, le problème des rapports entre le monde culturel et les politiques en général, c'est que, comme le monde culturel est très opposé au pass culture, je ne suis pas persuadé que les politiques vont décider de le supprimer. Parce que, évidemment, vous voyez un peu le... Et les politiques n'ont pas forcément tort, parce que c'est aussi une position un peu économique, de dire, est-ce que vous restez dans votre idée de création, vous travaillez sur l'offre, ou bien est-ce que vous dites à la population, on vous donne de l'argent et faites ce que vous voulez avec? Est-ce qu'on va dans le sens du choix spontané du public, ou est-ce qu'on essaye de l'éduquer? Vous voyez la grande différence. Voilà, ça c'est un vrai choix politique. Ah oui. Alors, je vais peut-être vous voulez répondre, Yoann Lavarbre, sur ce point précis, puis après oui. Je donne la parole à... Oui, je voulais juste dire d'abord, il y a quelque chose aussi de... Alors effectivement, peut-être de très égalitaire à donner la même somme à tout le monde, mais ce n'est pas très équitable. C'est-à-dire que, et en plus, effectivement, ce sont les jeunes issus des milieux les moins aisés qui n'en profitent pas. Mais on aurait pu imaginer un système... Ils en profitent moins, c'est ça, ils en profitent moins. On aurait pu imaginer un système où on donnait plus à ceux qui en auraient eu le plus besoin et moins à d'autres, selon le principe de l'impôt proportionnel. Mais bon. Juste pour dire, notre voisine, la première ministre italienne, ils avaient mis en place un pass culture. Elle vient de le modifier. Et désormais, le pass culture va uniquement aux élèves les plus modestes ou à ceux qui ont eu les meilleurs résultats au bac. Et alors, bon, c'est vrai, le milieu artistique, culturel est plutôt vent debout contre cette idée de glissement d'une subvention à l'offre vers une subvention à la demande. Il y avait un précédent, c'était en région Rhône-Alpes, il y avait eu un chèque culture dans les années 90. On savait, quand le gouvernement, quand Emmanuel Macron a décidé de mettre en œuvre cette promesse de campagne qu'il avait faite, il y avait déjà quand même des rapports sur l'expérience italienne qui montraient que ça ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant quand même dans l'histoire. Évidemment, je pense à Jean-Michel Lucas, par exemple, ancien DRAC Aquitaine, qui aujourd'hui est un ardent défenseur des droits culturels, et il le fait avec beaucoup d'intelligence. Il dit souvent des choses très justes, mais alors il appelle le pass culture le pass manga. Et c'est vrai. Mais il y a quand même une certaine condescendance, un petit paradoxe à parler de droits culturels et à dénigrer cet outil sous prétexte qu'il servirait qu'à acheter des mangas. Mais bon, passons. La part collective est intéressante effectivement parce qu'elle permet effectivement un retour à la médiation et les enseignants du coup peuvent emmener leurs élèves au théâtre, au concert, etc. Mais ils les ont pas amenés. Là encore, il y a un effet un peu étrange, je dirais, un peu pervers. Moi, j'ai eu par exemple des enseignants, une enseignante de philosophie par exemple, qui m'appelle et qui me dit voilà, monsieur, je voudrais savoir est-ce que vous pourriez faire venir tel spectacle qui m'intéresse parce que c'est une mise en scène d'après le banquet de Platon et donc j'ai vu que c'était sur le site du Pass Culture, donc est-ce que vous pourriez le faire venir dans votre théâtre et je vous y emmènerai mes élèves. Et là, du coup, c'est à nouveau une subvention à la demande et plus à l'offre. Et j'ai répondu que c'était peut-être un spectacle très bien, mais que moi j'étais programmateur, que j'étais garant d'une certaine cohérence quand même dans la programmation et que j'étais pas Amazon. Qu'on ne pouvait pas me commander un truc comme ça et que ça arrive, que ça ne fonctionnait pas comme ça.
Bon, c'est parce que ce spectacle vous intéressait pas, mais... Non, mais on fait les saisons très longtemps à l'avance aussi, ça peut pas... Enfin bon, tout ça nous parle un peu d'une sorte de détournement de l'idée du pass culture quand même. Hein, voilà. C'est une bonne idée à la base, mais qui mériterait... C'est peut-être que le système mériterait d'être repensé ce qu'il faut en garder, considérant toutes les expériences concrètes en Italie, en France et ailleurs. Donc voilà comment ça marche. On peut probablement arriver à une formule satisfaisante. Mais oui, c'est ça. Je crois que là, c'est-à-dire qu'il faut donner à l'école les moyens, effectivement, de permettre un accès à la culture aux enfants. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé que cette époque où il y avait un ministère, je ne sais plus quel était l'intitulé exact, mais ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, je trouvais ça pas inintéressant de réconcilier ces deux ministères qui se font toujours la guerre, alors que quand même, ils ont drôlement intérêt à travailler ensemble. Oui, mais oui, parce que l'école touche tout le monde. Ouais. Et donc, par le biais d'une école qui touche tout le monde, c'est pour ça que c'est le temps de l'égalité. À son action culturelle, en fait, dans sa direction. Enfin, bon. Alors, Odile Prademfort, vous avez dans votre réseau, c'est intéressant, ça s'appelle les centres culturels de rencontres. Alors, par rapport à des centres culturels classiques, ce mot de rencontre, évidemment, il nous parle de croisement, d'ouverture. Comment fonctionnent au fond ces centres? Donnez-nous peut-être un ou deux exemples pour qu'on comprenne bien ce que le mot rencontre veut dire et si ça peut permettre l'élargissement d'un public, et répondre justement à cette préoccupation de démocratisation et d'égalité face à la culture. Oui, le concept de centre culturel de rencontre, il a quasiment le même âge que le ministère de la Culture, puisque le premier centre culturel de rencontre est né à Avignon, c'est la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est à l'initiative de Jacques Rigaud, qui à l'époque était... je crois, directeur de cabinet de Jacques Duhamel. Donc, vous voyez, ça remonte à quelques années. Le concept de centre culturel de rencontre, c'est un lieu de patrimoine, que ça soit essentiellement du patrimoine bâti ou patrimoine matériel, patrimoine immatériel, ce qui fait que quelquefois, on a des croisements avec le réseau des maisons d'écrivains. Je pense notamment à la maison Maria Casares dans la région. Autour la maison Maria Casares, il n'y a pas de patrimoine architectural. Elle est à Lyon, hein. Lyon ? Non, elle est en Charente, à Loups. Ah, pardon. Vous ne savez pas où est Loups. C'est quelque part entre Angoulême à l'est et Poitiers au nord. C'est impardonnable de ne pas le savoir, on est en Nouvelle-Aquitaine. Bon, donc ça veut dire que... C'est une ferme, une maison très très modeste dans laquelle Maria Casares avait décidé de finir ses jours et elle a fait don de sa maison à la commune. Voilà. Et depuis, il y a un centre culturel de rencontre qui est aussi Maison des écrivains. Donc ce réseau aujourd'hui, c'est 24 centres en France qui vont de la Fondation Royaumont qui a un budget de 10 millions d'euros à la ferme de Villefavard en Limousin qui a un budget de 300 000 euros. Donc des projets de toute taille. Mais la spécificité du réseau des centres culturels de rencontre, c'est que d'abord, plus des 2/3 sont situés en milieu rural ou dans des villes de moins de 10 000 habitants. Ce sont des lieux qui vivent tout au long de l'année en défendant un projet artistique et culturel exigeant, mais aussi en étant des outils de développement du territoire, que ce soit dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, dont on a parlé, le fameux AC, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et que ce soit dans le domaine purement économique, développement touristique, développement du tourisme durable. Donc cette pluridisciplinarité, je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais nous offre la possibilité de travailler en permanence, non seulement en partenariat avec les institutions que peuvent être les musées voisins ou l'éducation nationale, mais aussi avec le tissu économique, aussi avec les acteurs du monde social. Et de ce fait, faire en sorte, alors je ne vais surtout pas utiliser le terme de tiers-lieu, parce que ces dernières années, il a beaucoup été dévoyé, mais
nous sommes des lieux ouverts 365 jours par an que l'on peut fréquenter pour venir prendre un cours de violoncelle. À Saintes, vous connaissez, le conservatoire est au 2e étage. Que ça soit pour venir assister à une réunion professionnelle. On travaille beaucoup avec les organismes de formation. Et donc, cette pluridisciplinarité, cette transversalité et l'inscription dans un territoire particulier fait qu'il y a des habitudes qui se créent. Vous me posiez tout à l'heure la question de comment j'avais fait quand j'étais à Saintes pour donner l'impression que ce festival de musique baroque était ouvert à tous. Pas que l'impression. Ouais. C'est pas pour donner l'impression. C'était les premières années où je dirigeais l'abbaye aux Dames. Si je vous dis que les 2/3 de mon année se sont passés à constituer un fichier de loueurs de studios et de maisons dans la ville de Saintes, on va dire, mais de quoi elle parle? Eh ben, n'empêche que les Saintais, ils se sont approprié le festival de Saintes le jour où ils ont hébergé pendant 1 semaine ou 10 jours les musiciens qui étaient là en résidence pour tout le festival. Le centre social partenaire de l'abbaye aux Dames, le centre social des Deux Rives, on a fait des voyages dans toute l'Europe avec les adhérents du centre social et les adhérents de l'abbaye aux Dames pour aller voir comment ça se passait au niveau construction d'un projet de territoire, d'un projet culturel de territoire, à la Philharmonie de Hambourg, à Landkunstleben près de Potsdam. Et donc, il y a là, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur tout ce que j'ai fait de bien dans ma carrière, mais quand même un peu, c'est la notion de faire ensemble. Quand on a préparé cette table ronde, on réfléchissait à la question de faut-il opposer éducation populaire et création artistique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est perdu ces 50 dernières années en France, et à dessein, je crois qu'il y a vraiment un dessein politique, on n'a plus de structure d'éducation populaire. Il y a le réseau des batteries fanfares dans le nord de la France, par exemple. C'était un réseau qui crée du lien social tout en développant des pratiques culturelles qui était une formation très importante. Donc, ce que je veux dire, c'est que... C'était l'idée de Malraux avec les maisons des jeunes et de la culture. Oui, mais les maisons des jeunes et de la culture, elles se sont très vite fermées, je pense. Il y a eu quand même une période, Yann en a dit 2 mots tout à l'heure, mais il y a eu quand même une période, ça fait beaucoup de choses à dire à la fois, mais il y a quand même une période où... on va parler de l'ère Jack Lang, où on a décidé de tout consacrer à l'artiste, à la création et en oubliant les publics, vous voulez dire ? En oubliant un peu les publics. Il y a eu. Je vois Jean-Claude Rago qui opine du chef. On a oublié les publics. Mais le problème, c'est le problème de la primauté. C'est vrai qu'il faut donner la primauté au créateur parce que c'est grâce à lui qu'une œuvre naît. Mais si on oublie si à côté de ça on arrête la politique d'éducation populaire, quand on a créé de nombreux théâtres, il y avait beaucoup de lieux qui manquaient en France. Quand on les a créés, on a souvent pris comme directeur des gens qui étaient des gens de l'éducation populaire. On l'a dégarni, l'éducation populaire. Et on a laissé tomber les pratiques où on emmenait les classes en été, voir le festival d'Avignon, rencontrer les auteurs, etc. On a un peu laissé tomber la pratique. Donc on a tout misé sur les créateurs qui sont devenus des gens puissants, connus, des vedettes, et on a un peu laissé tomber les publics de côté, et c'est un peu un des problèmes. Johan Lavabre. Alors moi je m'excuse de ne pas citer Montesquieu, mais de faire référence à Rousseau. Ça fait rien. Ça fait rien. Non, mais Rousseau est tout à fait chez lui ici. Voilà, super. Mais c'est la question de la professionnalisation en fait, de la culture et de la pratique artistique. Et d'ailleurs, si on remonte tout à l'heure, je parlais de la Grèce antique, les citoyens jouaient dans le rôle du chœur. Il y avait un côté participatif.
Il y avait peut-être des acteurs professionnels, les protagonistes, mais le cœur était joué par des citoyens. Et Jean-Jacques Rousseau, pourquoi il déteste le théâtre? Bon, hormis le fait qu'il n'ait pas eu une carrière de dramaturge formidable. Hein, il n'avait pas écrit un opéra, Le Devin de Il a écrit des opéras, il a écrit du théâtre, mais ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, donc dans sa lettre à d'Alembert, il parle de sa détestation du théâtre et il dit parce que il dit on est là, on est passif, on est assis dans une salle, on regarde les autres faire et il dit non mais il faut que les spectateurs deviennent eux-mêmes acteurs, il faut qu'on fasse les choses ensemble. Mais rappelez-nous Rousseau aujourd'hui, rappelez-le. Voilà. Et c'est ce que et ça revient sur Stadium et sur Mohamed El Khatib, cette manière finalement de refaire du théâtre avec des gens qui ne sont pas forcément que des professionnels. Mais c'est une tendance qui est quand même aujourd'hui, je dirais, assez forte, de revenir un peu là-dessus et de permettre de faire... Et d'écouter Jean-Jacques Rousseau. Ouais, moi, il y a des expériences qui sont intéressantes. Et je crois qu'il n'y a pas il faut plus qu'il y ait d'opposition, effectivement, entre éducation artistique et culturelle et création. Je crois qu'il faut réinstaurer une dialectique féconde entre les deux. Et moi, à chaque fois que j'ai envoyé des artistes parfois qui ne se sentaient pas tellement prêts, par exemple, j'ai mis en place des ateliers de pratique théâtrale pour des demandeurs d'emploi de longue durée, avec dans l'idée que les outils du théâtre pourraient aider ces personnes en difficulté à reprendre confiance en elles-mêmes. C'est pas du coaching, hein, c'est du théâtre qu'on fait, dirigé par des artistes. Et je me souviens avoir envoyé un artiste faire ça, il m'a dit « mais t'es sûr que je vais y arriver ?» Je lui ai dit « t'inquiète pas, vas-y, fais ce que tu sais faire, c'est en tant qu'artiste que je fais appel à toi pour travailler avec ces personnes-là. » Et ça a produit des choses absolument formidables. Je pense que ça a effectivement aidé les participants et les participantes à regagner confiance en elles, mais je pense aussi que ça a profondément nourri la pratique artistique du metteur en scène et qu'il a gagné, il s'est enrichi finalement. Et ça, c'est pour moi emblématique d'un projet qui s'inscrit dans la démarche éthique des droits culturels, c'est-à-dire qu'on donne autant qu'on reçoit. Voilà. Donc le Globe Théâtre a un projet là. Oui, on va développer les créations participatives, effectivement. Alors vous avez la parole là, pour 2-3 questions, dans la limite du temps disponible, contrôlé par Jérôme Coutou. La main se lève. Merci. Alors, les mots culture, pour nous, pour moi, a un caractère très spécial. Parce que nous allons créer une association qui essaye de faire connaître la culture de tout un continent qui s'appelle l'Amérique latine, depuis 20 ans. Et quand on parle de culture, il n'y a pas que la littérature, évidemment. Il y a, je viens de noter ici, littérature, peinture, sculpture, musique, le folklore, la samba, le tango, le cinéma, la politique, l'histoire, la géographie. Vous voyez, donc tout cela fait partie de la culture générale. Mais, c'est ça ma question aussi, je fais une différence entre éducation et culture. Pour moi, l'éducation, on la reçoit à l'école, pendant toute la période scolaire, et ensuite, chaque personne, chaque individu peut élargir cette éducation qui devient pour moi culture. Et je peux vous dire, dernier mot, c'est pour cela que ma question pour moi c'est intéressant de vous écouter, différence entre culture et éducation. Et je peux vous dire que c'est la culture qui m'a beaucoup aidé avant qu'on me quitte le micro. On m'a beaucoup aidé à m'intégrer en France. Merci. Merci. Réponse courte si possible. Oui, qu'on ait le temps de prendre une autre question. Je ne sais pas si ça répond, mais ce que vous dites me fait penser que pour moi, un des malentendus, c'est un problème d'usage de mots, c'est-à-dire qu'on parle souvent de culture là où on devrait parler d'art.
Et en fait, le milieu artistique a un peu confisqué le mot culture et c'est parce qu'effectivement, dans la culture, il y a aussi la gastronomie, la façon de se vêtir. Dans la déclaration de Fribourg, il y a aussi la religion qui fait partie de la culture. Donc effectivement, à partir du moment où on dit culture et qu'on pense que théâtre, musique et littérature, quelque part, il y a une spoliation du mot. Bien sûr que la culture, c'est beaucoup plus large que l'art. Ouais. Mais plus personne n'ose parler d'art, quoi, dans nos milieux aussi. Je trouve ça étrange. Je pense, moi, qu'il faut effectivement dire que le théâtre, c'est pas... ouais, enfin, le théâtre, c'est de l'art, et ça fait partie de la culture, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste, quand même. Ouais. On prend une dernière question. Quelqu'un en relation avec l'égalité? On est là pour l'égalité. Enfin, moi, c'est pas une question, mais c'est une remarque, parce qu'on a parlé tout à l'heure, et on n'en a pas parlé ici, du handicap, des personnes handicapées. Si nous sommes ici, dans la ferme, si la ferme a été restaurée à grands frais, mais très bien soutenue par la DRAC, hein, et celui qui pourrait en parler mieux que moi, c'est Alain Rieu, qui est ancien DRAC et membre du conseil d'administration de la Fondation. On a beaucoup tapé sur la puissance publique, hein, il me semble. Là, on est bien allé. Mais il se trouve que si la restauration de la ferme a été bien soutenue par la puissance publique, c'est aussi parce que cet endroit est destiné à... Le château est inaccessible aux personnes handicapées. Hein, vous savez, il y a des marches partout, il y a des escaliers, les portes ne sont pas assez larges pour laisser passer des fauteuils. On ne peut pas ni casser les portes, ni installer des ascenseurs. Donc on a fait cet endroit avec, à côté, hors manifestation, il y a une projection d'un film sur le château de la Brède qui est destiné aux personnes qui ne peuvent pas accéder au château. Il y a 10 jours, Isabelle Casasso-Duro, directrice du château, a reçu toute une mission handicap avec toute une réflexion sur ce qu'on peut faire, y compris dans un lieu historique qui exclut a priori les handicapés. Donc je trouve qu'il y a quand même une véritable réflexion, une véritable démarche, mais qui est, je dirais, quasiment souterraine. Vous n'allez pas voir un panneau en disant la DRAC a soutenu le château de la Brède pour favoriser le handicap. Mais ça existe. Je me permets de rebondir, parce que je pense que ni aucun de trois n'avons le sentiment d'aller à l'encontre de la puissance publique. On a critiqué le pass culture, qui est un glissement d'une subvention de l'offre vers la demande. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé dans le théâtre de service public, de secteur public, c'est-à-dire un théâtre très, très subventionné. Et l'idée ne me viendrait pas de taper sur la puissance publique, bien au contraire. Et je pense qu'elle est quasiment seule garante d'une politique de l'offre. Parce que sinon, sinon c'était F1. Enfin, je suis désolé, mais je ne veux pas être condescendant, etc. Et par rapport au handicap, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure. J'ai pas assez développé cette notion de miroir. C'est-à-dire qu'effectivement, 13% de la population française déclare une déficience physique, psychique ou cognitive, en tout cas, et on retrouve même pas 0,05% d'artistes en situation de handicap sur nos scènes ou dans nos films. Voilà. Là, il y a un film qui a du succès et c'est très bien. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé en Ile-de-France avec le festival Imago, qui est un festival justement qui fait la promotion d'artistes professionnels en situation de handicap dans les spectacles. Et pour que ce miroir ne soit pas un miroir aux alouettes, justement, au Globe Théâtre, on démarrera en partenariat avec ce festival Imago au mois de novembre, un festival qui s'appelle Cultivons nos singularités et qui offrira le plateau à des artistes en situation de handicap. Et ça, on le fait grâce au soutien de la DRAC, évidemment, de la mairie de Bordeaux, du département et de la région. Eh bien, on va remercier notre... Ah, le maire veut parler. Non, excusez-moi, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à ce qui se passe dans notre commune. Bon, nous essayons, voilà, aujourd'hui, nous avons réuni, vous,
tous ces plateaux sur un sujet qui semble concerner tout le monde. On est en démocratie, l'égalité, ça appartient à tout le monde. Y réfléchir, ça appartient à tout le monde. Je suis très satisfait de voir que cette salle est pleine, mais c'est 80 personnes ou 100 personnes. La communication qui a été faite par la mairie a été très importante, non seulement au niveau du département, voire de la région, puisqu'il y a eu Sud-Ouest, merci Christophe, hier, de très beaux articles, mais également par la communication de la mairie et surtout au niveau local. Bien. En fait, et je suis très heureux de voir les personnes qui sont ici, dont je constate que finalement elles sont, disons, d'un âge mûr pour la plupart, et je m'assimile bien sûr à cela. Bon, peu de jeunes, et hier soir nous avions offert gratuitement, comme tous les ans, dans le cadre de ces journées, un concert symphonique, gratuit bien sûr, je viens de le dire, dans l'église de la Brenne, avec une formation de qualité, Unisson Acmé, je ne sais pas si vous... Bon. Eh bien, on a eu très peu de public, et je m'aperçois que chaque fois, quand je fais les fêtes de la Rosière, fêtes populaires, 40 000 personnes en 4 jours, si nous faisons ici les journées de la Brenne, tout aussi ouvertes au public, tout aussi gratuites, bénéficiant de la même communication, nous n'avons pas la même réponse de la population. Alors il y a donc peut-être que c'est difficile de faire accéder à un certain niveau de réflexion, peut-être que offrir de la musique symphonique, de la musique classique, on avait fait venir une fois une formation de l'Opéra de Bordeaux aussi, les gens pensent que c'est pas pour eux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Il y a sans doute un problème de transmission dès l'école. J'étais très heureux ce matin, lors de la remise des prix du Cercle des Amis de Montesquieu de la ville de la Brenne, de constater que un prix, le Cercle a créé un prix jeune, un prix Montesquieu jeune, dont le jury sont les élèves des collèges publics et privés de la Brenne, ce qui, avec, bien sûr, les professeurs et les documentalistes ont participé à cela, donc ont mobilisé ces enfants. Et aujourd'hui, donc, c'est une façon d'intéresser les jeunes à la lecture, mais d'en faire des lecteurs responsables, donc de les amener à la littérature, etc. Je pense que tout ça devrait commencer par là. Parce que sinon, tout ce que vous faites dans vos établissements, c'est très bien, mais le public ne viendra pas parce qu'il lui manquera l'éducation. Et je pense que l'éducation commence à la maison, pour ceux qui peuvent, mais sûrement à l'école, et c'est sa mission. Et c'est donc de là que doit partir l'apprentissage de l'art, de toutes les formes de l'art, qu'il s'agisse des arts plastiques, des arts musicaux, de la littérature, etc. Donc on revient à l'école, c'est-à-dire à la table ronde précédente. Voilà. Eh bien, c'est sur ce mot qu'on va applaudir nos 3 panélistes. On va remercier chaleureusement Christophe Lucet pour son animation. Et on va citer le livre « La valorisation des fonds littéraires, maison d'écrivains et recherche » de Jean-Claude Rago.